Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur la problématique de l'acceptabilité sociale des projets de méthanisation plutôt urbains et industriels. J'ai fait il y a quelque temps une conférence sur la méthanisation agricole. Aujourd'hui, on est vraiment centré sur la partie déchets urbains et industriels, avec notamment pour les déchets urbains des obligations réglementaires concernant les déchets organiques, qui est en cours et dont l'échéance est très proche. Voilà, donc l'idée c'est aujourd'hui d'avoir ce webinaire à partir duquel je vais explorer avec vous ce que sont les enjeux de l'acceptabilité sociale. Ensuite, je vous présenterai une approche, hein, il y en a plusieurs, mais voilà, c'est une approche que je vous présente, et des outils qui permettent d'agir vite et efficacement. Et puis, bien évidemment, tout au long de la présentation, vous pouvez intervenir en direct avec le chat, comme vous voulez, en me posant des questions, et j'essaye d'y répondre autant que faire que se peut. Euh, L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on voit ensemble des questions transversales qui peuvent concerner plusieurs projets, et que pour celles et ceux qui ont des projets en cours particuliers avec des questions bien spécifiques, moi je vous invite, puisque vous avez l'opportunité, de prendre rendez-vous. Vous avez un bouton ou plusieurs boutons, je crois, sur la plateforme qui vous permettent de prendre rendez-vous. Ça veut dire qu'on se donne ensuite, dans les jours qui viennent, une demi-heure pour échanger autour de votre problématique particulière et voir si l'approche que je vous ai présentée peut être utilisée pour votre projet, votre problématique, et puis quels sont les résultats que vous pouvez en attendre. Voilà. Donc c'est le webinar aujourd'hui, et il y a un après pour ceux qui le souhaitent. Je commencerai par le contexte. Donc le contexte de la méthanisation, c'est celui de la transition écologique. Et je me permets d'ajouter que servir à la transition écologique ne garantit pas l'acceptabilité sociale. Je vous montre deux exemples. Ici, le fait que la méthanisation des biodéchets permet donc de lutter contre les changements climatiques, puisque la mise en décharge de biodéchets par le tassement va créer des conditions favorables à l'émission de méthane dans l'atmosphère, et que le méthane est un gaz qui a un pouvoir de réchauffement, de participation au réchauffement global qui est 25 fois supérieur à celui du CO2, donc de fameux gaz carbonique. Ça, c'est le côté bénéfique de la méthanisation. C'est plutôt que le méthane parte dans l'atmosphère, il vaut mieux le capturer et l'utiliser en termes d'énergie. Et puis, on a aussi du côté de la société un autre regard, qui est celui donc des conséquences avérées ou perçues liées à la méthanisation, donc notamment pollution de l'air, appauvrissement des sols dans le cas de l'épandage, menaces pour l'eau potable, toutes ces problématiques que l'on rencontre assez fréquemment autour des projets de déchets ou de méthanisation. Donc là, j'ai pris un exemple, hein, c'est juste une capture d'écran d'une pétition en ligne pour une agglomération dont j'ai caché le nom, qui avait recueilli 28 000 signatures. Bon, voilà, c'est pour bien souligner ce paradoxe qui est d'un côté le fait qu'il y a un engouement de la société pour la transition écologique, et qu'en même temps, il y a aussi des problématiques de questionnement, d'inquiétude, qui font qu'on peut avoir un projet qui sert la transition écologique, mais qui n'a, je le répète, qui n'a pas d'acceptabilité auprès de la société. Alors, de quoi on parle en fin de compte, hein, de quoi on parle, c'est d'un côté, il y a le phénomène NIMBY, hein, Not in My Backyard, donc le fait que les gens ne veulent pas de projets, d'unités, quelle qu'elle soit, d'infrastructures au bout de leur jardin, hein, c'est un vieux terme anglais. On parle aussi d'appropriation locale, donc des choses très, très locales. Là, j'ai cité
quelque chose aussi que j'ai tiré d'une revue de presse, hein, donc 1 an et demi qu'on bataille, mais bientôt j'aurai une usine à gaz devant chez moi, et avec elle la puanteur, le balai des camions, les risques de fuite et de pollution. Voilà, c'était pour un futur projet de méthanisation qui allait traiter 30 tonnes de déchets par jour. Et puis quelque chose qui est un peu plus collectif sur des manifestations autour d'unités avec des approches plus collectives. C'est on nous empoisonne, donc c'est pas une personne, mais c'est bien un collectif qui est concerné. L'acceptabilité sociale, j'ai utilisé ici deux définitions différentes. Ça permet voilà, de se fixer ensemble un peu le contexte, qu'est-ce que veut dire cette terminologie, ce concept, de quoi on parle. Voilà. Donc l'acceptation sociale, ça c'est un professeur de l'université de Jean Jaurès de Toulouse qui est socio-anthropologue. Donc il y a deux termes qu'elle utilise. L'acceptation sociale, c'est un processus qui se place en aval de la décision de faire le projet. Donc l'objectif à atteindre est accepté. Voilà, donc on ne remet pas en cause la question de savoir s'il faut faire de la méthanisation ou pas. C'est vraiment un processus qui concerne le fait que localement, les gens vont accepter le projet. Et puis, il y a l'acceptabilité sociale qui est là quelque chose qui se situe plus en amont, pardon, et on peut avoir une remise en question même de l'objectif. Ça veut dire, est-ce qu'on est bien sur la bonne technologie, est-ce qu'on est bien sur le bon projet, au bon endroit, et donc on est dans un processus qui va permettre de rendre acceptable le projet. Une autre définition est donnée par quelqu'un qui travaille à la R&D chez EDF, Arthur Jaubert, qui est spécialisé sur l'aspect sociologie, et qui nous parle ici du fait que l'acceptation, c'est d'abord une démarche subjective et individuelle, lorsque l'acceptabilité est une résultante plus objective et collective des différents niveaux d'acceptation individuelle. Donc il y a dans cette définition, alors déjà ça montre que c'est pas un concept qui peut s'expliquer très simplement en quelques mots, mais qui concerne à la fois la remise en question ou la discussion autour d'un projet en tant que tel. Est-ce qu'on peut discuter du projet dans le fond? Ça, c'est la définition apportée par Marie-Christine Selem. Et puis, il y a la question donc du particulier au collectif, avec une dynamique qui va donc de l'individu vers le collectif. Et puis, il y a aussi une autre dimension que je n'ajoute pas ici, qui est la dimension temporelle, puisqu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, il y a une dynamique. Alors, c'est assez rassurant, parce que ça veut dire que ce n'est pas un mur qu'on a face à nous, mais c'est quelque chose qui peut évoluer et qui va permettre donc d'espérer, de tendre vers cette fameuse acceptabilité sociale, en l'occurrence d'un projet, ici, la méthanisation. Mais ça peut s'adresser, j'ouvre une toute petite parenthèse, ça peut s'adresser à des politiques, à des plans, des activités. Enfin, on en parle beaucoup actuellement pour la vaccination, mais on a les mêmes ressorts, quoi. Mais ici, aujourd'hui, on va se focaliser sur la problématique de la méthanisation. Donc, des études spécifiques, là, je vous marque cette référence, ça peut être intéressant, qui fait le constat que la prise en compte du voisinage, hein, le NIMBY, c'est du voisinage, ce n'est pas suffisant. Il faut aller un peu plus loin sur la problématique des projets de méthanisation, parler plus de l'acceptabilité sociale que de l'acceptation locale ou l'appropriation locale. Alors pourquoi ce webinaire? En fait, c'est, si vous voulez, c'est la résultante de mes travaux de recherche au CNRS. J'ai été directeur de recherche sur l'interface entre l'environnement et la société pendant quelques décennies. Des travaux récents dans le cadre d'Acceptable Avenir que j'ai fondé il y a 10 ans en relation directe avec les sociologues de l'université Toulouse Jean Jaurès, avec le support de l'ADEME, de la région Occitanie. Donc des méthodes, des outils qui sont en application actuellement, notamment sur la région Occitanie, mais pas que, et une expérimentation qui est en cours avec les deux régions de GRDF, donc les régions GRDF, Centre-Ouest et Nord-Ouest, donc ça veut dire Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France,
avec lesquels nous sommes donc en train de, de valider, puisqu'on a dépassé, nous, la phase de test, hein, on valide l'utilisation de nos méthodes et nos outils pour ces territoires, en sachant que nous les appliquons en Occitanie, mais nous les appliquons aussi d'ores et déjà sur tous les territoires tous les territoires français. L'acceptabilité sociale, je vous donne notre version acceptable à venir, hein, après avoir donc travaillé en R&D, notamment avec les laboratoires. Moi-même, en tant que directeur de recherche au CNRS, on s'est aperçu que l'acceptabilité sociale d'un projet portait sur trois dimensions de ce projet. Le contenu, donc dans le contenu, on parle des dimensions techniques et économiques, réglementaires, mais aussi la démarche qui est utilisée par le porteur de projet pour amener ce projet sur un territoire, et puis le portage en tant que tel. Et nos travaux de recherche de R&D ont montré que ces trois dimensions étaient à peu près équivalentes. C'est 33%. Bien évidemment, quand je vous dis 33%, c'est un ordre de grandeur, hein. On n'est pas sur sur des dimensions fixes, sur une approche très quantitative, mais en tous les cas, ça permet de voir qu'il y a vraiment ces trois dimensions et que ces dimensions, elles sont vues par la société à travers des perceptions. Donc perception, ça veut dire qu'il y a soit une analyse profonde des dimensions, ces trois dimensions, par quelqu'un qui va aller chercher de l'information sur Internet, soit juste une perception, c'est-à-dire la façon de percevoir le projet. Et ce sont bien ces perceptions de ces trois dimensions qui sont mises en jeu. Et une des premières difficultés dans l'acceptabilité, une des premières difficultés, c'est que c'est pour ça que j'utilise l'iceberg, hein, c'est que tout le monde se focalise sur le contenu technique, économique, réglementaire, et on oublie bien souvent, de part et d'autre, les autres dimensions. En revanche, les riverains, la société, elle, le fait consciemment ou inconsciemment, analyse aussi les deux autres dimensions du projet. je, une petite question là sur le chat, donc, ou une réflexion qui, je me permets une parenthèse, que ça me paraît intéressant. Donc, même s'il est vertueux de rechercher l'acceptabilité des riverains, ne devrait-on pas être plus clair quant à l'objectif d'intégration des ENR, c'est-à-dire ne pas aller en recours? Bien évidemment, je me joins complètement à cette expression, et je vais plus loin montrer dans notre approche comment justement on essaye d'éviter le conflit et qu'on va aller vers quelque chose qui essaye plus dans la construction ou dans la convergence en tous les cas. Mais là, d'ores et déjà, je pose un peu les bases sur lesquelles nous, on s'appuie pour justement tendre vers cette convergence, pardon, et éviter les conflits, éviter les recours, enfin éviter tous les retards des projets. En fin de compte, ce que je vous ai montré là, moi, je le résume par le fait qu'il faut changer de paradigme. C'est-à-dire que pour l'instant, on est tous, et je m'inclus dedans, hein, sans problème, on est tous focalisés quand on parle d'un projet sur son contenu, technique, économique et réglementaire. Je me permets d'ajouter réglementaire parce qu'on défend l'oubli, mais c'est quand même une contrainte forte. Et qu'on oublie bien souvent, alors volontairement ou involontairement, le fait que le portage est important et que la démarche utilisée est importante. Donc le changer de paradigme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de mener son projet tout de suite en prenant en compte ces trois dimensions et en les mettant donc au même niveau, voire peut-être dans un ordre d'apparition différent. Nous préconise de se focaliser assez rapidement sur la démarche, penser au portage et au contenu. Alors toujours pareil, hein, bien évidemment, il n'y a pas de projet s'il n'y a pas de contenu, mais je caricature un peu le propos pour dire n'oublions pas la démarche, c'est-à-dire n'oublions pas tout de suite de dialoguer avec le territoire si c'est nécessaire.
et qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir tous les éléments techniques et économiques pour dialoguer. Ça, c'est une question qu'on nous pose d'une façon assez récurrente. À partir de quand je dois informer? À partir de quand je dois dialoguer? Trop tôt, trop tard? Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on peut communiquer sur la démarche sans forcément communiquer sur le contenu. Donc la démarche que je vais vous présenter maintenant, c'est pour répondre à cette question, hein, c'est comment on va favoriser l'acceptabilité sociale d'un projet. Donc tout de suite, je le dis, notre objectif, nous, ce n'est pas de nous transformer en forçage d'acceptation, hein. C'est pas d'aider les projets à gagner, quoi qu'il en coûte, l'acceptation. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de créer une dynamique qui va permettre de fabriquer de la convergence entre les différentes dimensions. Donc, il faut avant tout préserver la faisabilité technique, économique et réglementaire du projet, ça c'est la base, mais faire en sorte que ce projet soit adapté au territoire et ne pas justement forcer le passage et dire notre projet il est comme ça, je ne vais rien modifier et je vais tout faire pour que les gens acceptent le projet. Donc là, on est dans une définition de l'acceptation qui est compliquée. On s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué, puisqu'il y a une remise en question même des fondements de la méthanisation. Donc, 3 étapes. Définir sa stratégie, donc qui tient compte à la fois du projet et du contexte, construire ce que j'appelle l'écosystème projet et optimiser son projet. Alors, définir sa stratégie, pour ça, nous, on s'est dit il fallait avoir 2 regards, le regard du projet lui-même et le regard du territoire, enfin le regard sur le projet et le regard sur le territoire. Et pour ça, on a développé des outils, donc je le répète, en R&D, notamment avec les sociologues du CNRS et l'Université de Toulouse. Donc le premier outil s'appelle Start, donc c'est pour démarrer rapidement son projet, et ça on peut le faire quel que soit l'état de maturité du projet. Un projet qui commence à germer dans l'esprit de quelqu'un peut être analysé avec Start, puisque Start est basé sur un questionnaire qui va aller interroger le porteur de projet, et à partir de là, nous allons nous construire l'image de ce projet vu par des perceptions de la société, qu'on a construite donc par des études, je le répète, en R&D, dans le cadre d'un projet avec l'ADEME et l'Université de Toulouse. Donc nous obtenons ce genre d'informations, c'est-à-dire que rapidement, on peut avoir un potentiel d'acceptabilité du projet. Donc vous voyez que l'exemple que j'ai pris ici, c'est un potentiel d'acceptabilité moyenne, hein. On a simplifié, donc c'est vert, jaune ou rouge, là qui est plutôt jaune. Et si on regarde le détail, donc on s'aperçoit que ce qui va faire l'acceptabilité du projet, donc c'est-à-dire son opportunité, son équité et sa crédibilité, sont plutôt en vert pour l'opportunité et la crédibilité, mais en ce qui concerne l'équité perçue, hein, on est bien sur les perceptions encore, puisque là, on n'a même pas fait d'enquête, on n'a rien, c'est juste une analyse de la façon dont le porteur de projet voit son projet. On s'aperçoit qu'il risque d'y avoir des problématiques au niveau de l'équité. Et à droite, vous avez les leviers, sur quoi on va pouvoir jouer pour justement faire en sorte qu'il y ait une meilleure perception de l'équité ou une meilleure équité. Et on s'aperçoit que c'est un projet qui a un ancrage moyen, qui a une ouverture moyenne et qui a une responsabilité. Ça veut dire responsabilité, c'est quoi? C'est l'engagement qui pourra être pris par le porteur ou les porteurs de projet à tenir justement leurs engagements en termes de modification du projet. On s'aperçoit qu'on est sur un projet qui a des déficits en termes d'ancrage, d'ouverture de responsabilité. Donc ça veut dire que, alors l'avantage c'est qu'il y a de l'amélioration possible, hein, puisqu'on peut essayer d'améliorer ces dimensions pour justement agir sur les piliers de l'acceptabilité. Donc déjà simplement avec cette analyse du projet, qui est donc l'analyse de la façon dont le porteur de projet voit son projet, on a déjà des enseignements très très riches qui nous permettent d'aider tout de suite le porteur de projet pour savoir
dans quelle dimension il doit agir pour anticiper et favoriser l'acceptabilité de ton projet et donc éviter les conflits, hein, éviter les recours, puisque c'est notre objectif. Alors, dans Start, ceux qui l'utiliseront, vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser en ligne sur notre site et vous avez la première version, c'est-à-dire vous avez juste dans un premier temps l'image globale du projet. Après, bien évidemment, on peut vous aider à aller plus loin dans le détail. Et dans le détail, il y a ce genre de rapport qui est émis dans lequel on identifie les points favorables du projet, on identifie les points de vigilance, on fait des recommandations spécifiques au projet avec des premières actions et des leviers. Voilà. Donc, très rapidement, cela vous permet d'avoir très très vite des informations sur votre projet en termes d'acceptabilité, hein, je le rappelle, et des recommandations et des leviers pour agir rapidement et rectifier, si nécessaire, le déroulement du projet. Et je le répète, on peut faire ça très en amont du projet, quand à peine les études de faisabilité commencent, puisqu'on s'aperçoit qu'un projet, quand il naît, qu'il soit individuel ou collectif, il y a déjà eu une maturation intellectuelle par la personne ou le groupe de personnes et que déjà des choses sont déjà bien définies. L'autre élément que l'on apporte, c'est comment sont les perceptions. Donc le premier temps, ce sont des perceptions que je peux qualifier de théoriques, mais qui sont issues donc des analyses antérieures qui ont été faites par d'autres sociologues ou ceux avec lesquels on a travaillé et par Accepta Avenir. Et là, on va vraiment aller chercher les perceptions des acteurs du territoire. Donc ici, vous avez des enquêtes qui ont été faites, donc c'est des interviews téléphoniques qu'on a fait avec des élus et des riverains, et ça nous permet d'avoir une image à la fois collective et une image individuelle, hein. Donc c'est, rappelez-vous, hein, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que l'acceptabilité, ça part de l'individu et ça va vers le collectif, mais l'acceptation, elle, est individuelle. Donc c'est-à-dire qu'il faut être en capacité de gérer les deux en même temps. Donc c'est pour ça qu'on développe ce genre d'outils, c'est d'avoir une image globale. Donc on voit ici que globalement, le projet, celui sur lequel on avait fait ce test, avait une bonne opportunité, c'est-à-dire que les gens concevaient qu'il pouvait apporter quelque chose au territoire. En revanche, en termes de crédibilité, donc la crédibilité va parler à la fois de la crédibilité perçue du projet dans son contenu technique, économique, mais aussi la crédibilité du portage et la crédibilité de la démarche, hein. Et ben on s'aperçoit que là, il y avait plutôt des points de vigilance et en termes d'équité perçue, bon là, c'était pas non plus très, très bon. Donc on a à la fois une vision globale, on peut, au niveau de chaque personne interviewée, comprendre ce qui les inquiète, et puis on voit les éléments sur lesquels le projet devra travailler pour tendre vers l'acceptabilité. À partir de là, nous avons donc la possibilité de définir une stratégie en termes d'acceptabilité. Donc ça veut dire qu'on on croise l'information, le regard que l'on a sur le potentiel d'acceptabilité du projet, et je le répète, on n'a pas besoin de faire d'enquête, rien du tout, c'est juste une analyse de comment le porteur de projet voit son projet à travers l'algorithme que l'on a développé, une analyse des perceptions. Alors ça peut être des analyses soit très concrètes sur le projet en lui-même, si le projet est déjà suffisamment mûr pour qu'on commence à en parler. Ça peut être aussi des perceptions qui sont analysées sur, par exemple, les énergies renouvelables ou la méthanisation, sans forcément parler du projet en lui-même. Ça, souvent, on nous le demande. Les collectivités ne veulent pas forcément tout de suite parler du projet, mais elles veulent déjà avoir des informations sur comment le projet peut être perçu par les riverains ou les citoyens. Donc, on est en capacité d'aller chercher de l'information sur la perception des énergies renouvelables, de la méthanisation, et bien évidemment, on prendra la précaution de faire en sorte que ça ne soit pas des déclarations très génériques, parce que tout le monde est d'accord avec la transition écologique, mais qu'on parlera bien de « et si vous avez un projet au bout de votre jardin ?» Alors la question ne sera pas posée exactement comme ça, mais l'idée, c'est d'aller chercher vraiment les perceptions par rapport à un projet qui arriverait sur un territoire à proximité des personnes.
Donc, et à partir de là, on croise les deux informations et on est en capacité de construire la stratégie qui vise à favoriser l'acceptabilité. Alors, cette stratégie, elle va être liée à quoi? Si on est sur un projet qui s'avère être assez vert, c'est-à-dire qu'à la fois un très bon potentiel d'acceptabilité et des perceptions positives, on peut se contenter de faire de l'information. Si on va vers le jaune, voire vers le rouge, eh ben on va mettre en place de plus en plus de processus qui vont aller chercher l'optimisation entre le projet et le territoire. Donc, on va être sur des phases d'écoute, des phases de consultation. Et quand on est dans des projets très compliqués, alors quand je dis très compliqué, hein, c'est à la fois le projet en lui-même et le territoire. N'oublions pas, c'est un binôme hein, qui marche comme ça. Ben à ce moment-là, on va aller vers de la co-construction, donc concertation, co-construction. Et ce qui est important, c'est pour ça que je me suis permis de mettre ce panneau attention danger. Ce qui est important, c'est qu'il faut se laisser de la liberté, toujours, toujours, toujours se laisser de la liberté, parce qu'on a beau faire toutes les analyses que l'on veut, tous les diagnostics que l'on veut, c'est du facteur humain et quelque chose qui bouge dans le temps. Donc c'est très positif parce que comme ça bouge, ben, on peut toujours partir d'une position très difficile et aller vers de la facilitation d'un projet. Mais si on est sur un projet qui paraît tranquille, on peut aussi basculer vers quelque chose de plus difficile. Donc il faut toujours être en capacité de passer d'une étape à l'autre. Ça veut dire que si on est dans le cas de figure où on se dit la consultation va suffire et qu'on s'aperçoit que ça commence à se complexifier parce qu'on n'avait pas vu forcément arriver une contestation particulière, il faut être en capacité, en souplesse, de dire ok, bon, on a compris, il faut qu'on aille plus loin dans le dialogue. Souvent, on me pose la question de dire est-ce qu'il faut faire des réunions publiques? Alors, une réunion publique isolée dans le temps, toute seule, pour laquelle on veut que tout soit fait, de l'information, voire de la consultation, c'est quasiment impossible. Même dans une réunion publique d'information, il faut prévoir quelque chose derrière qui permette aux personnes qui n'auront pas pu s'exprimer pendant la réunion de pouvoir s'exprimer derrière. Parce que dans les réunions publiques, vous le savez toutes et tous, ce sont des lieux très compliqués où, bien évidemment, ceux qui ont des facilités d'expression orale vont intervenir, ceux qui ont l'habitude de s'exprimer vont intervenir, ceux qui ont le temps d'aller chercher de l'information vont intervenir, et qu'il y a toute une partie des personnes qui vont participer qui n'auront pas la possibilité d'intervenir, soit des personnes qui ne sont pas opposées au projet, soit des personnes qui sont opposées au projet et qui vont pouvoir agir derrière par la création d'associations ou différents types de processus. Donc toujours laisser ouvert le dialogue, ne jamais le fermer tout de suite ou donner l'impression qu'il est fermé. Ça, c'est vraiment très important parce que quand vous créez une sorte de NAS, là, dans laquelle vous dites c'est aujourd'hui, maintenant, dans cette réunion que tout se décide, même si c'est pas vrai, si le sentiment passe que tout va se passer dans une réunion, alors là, c'est la catastrophe parce que si jamais ça va créer des tensions et un projet qui se présentait bien peut d'un seul coup déraper. Construire l'écosystème projet, ça c'est la deuxième étape. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ben, en fait, on s'aperçoit sur une échelle de temps qu'il y a des choses qu'il faut faire en priorité. Je vais me placer tout de suite à droite, c'est-à-dire prendre en compte le fait que dans la méthanisation, il y a de plus en plus d'associations anti qui ne s'opposent pas à un projet donné, mais qui s'opposent à un processus, à une technologie en particulier. Je sais que c'est quelque chose qui est très très fort dans la méthanisation agricole. Je sais aussi que c'est quelque chose qui commence à gagner la méthanisation, entre guillemets, plus de déchets industriels ou biodéchets, notamment liés aux déchets urbains, puisque autour des déchetteries, enfin, vous le savez toutes et tous, il y a toujours des problématiques. Donc, est-ce que la méthanisation va régler le problème? Ça part d'une bonne idée, d'un bon principe, mais il peut y avoir des oppositions qui vont être générées par rapport à la technologie elle-même ou le processus lui-même et pas forcément par les problèmes de voisinage. Donc les anti, il faut leur parler toujours, mais pas forcément leur parler en premier.
En premier, il faut plutôt construire son écosystème projet. Donc, rappelons-nous que dans les dimensions de l'acceptabilité, il y a trois dimensions: le contenu technique, économique, réglementaire, le portage et la démarche. Le portage, bien évidemment, on parle tout de suite à l'entité juridique qui va porter le projet, mais un portage ne veut pas être uniquement réduit à le portage juridique. Il peut y avoir aussi un portage un peu plus large, un peu plus collectif, avec des personnes plus ou moins, et des entités, des personnes morales et physiques plus ou moins associées, mais qui ne sont pas forcément impliquées directement. Donc l'idée, c'est tout de suite de parler, de dialoguer rapidement avec ces différents acteurs du territoire pour construire le portage du projet. Les premiers qui seront concernés seront les bureaux d'études, les constructeurs pressentis, les opérateurs d'énergie. Ne pas oublier de dialoguer aussi avec ses partenaires, puisqu'on peut avoir des intérêts divergents. Un constructeur peut, lui, être focalisé sur le fait que le projet se fasse le plus vite possible. Le bureau d'études, il est payé par des missions et qui sont des missions du temps passé, donc lui aussi peut être fortement contraint par le temps qu'il passe. Donc si le bureau d'études, le constructeur pressenti ont l'impression qu'il va falloir prendre du temps pour dialoguer, ils peuvent inconsciemment créer une sorte de frein parce qu'ils auront peur que le projet dérive trop et qu'eux, ils n'arrivent pas à tenir leur coup. Voilà. Donc, il faut discuter tout de suite avec ces partenaires parce qu'ils vont être impliqués dans un dialogue avec le territoire. Et quand je dis dialogue avec le territoire, n'oublions pas que pour moi, dialogue, hein, ça prend différentes formes. De l'information, c'est une sorte de dialogue. Alors, bon, c'est le dialogue vraiment minimum parce qu'il n'y a pas forcément de retour, mais c'est de l'information avec retour jusqu'à la co-construction. Mais en tous les cas, dans le dialogue, ces entités vont avoir un rôle important à jouer. Bien évidemment, les élus. Alors, les élus peuvent porter le projet, mais des fois, ils ne portent pas le projet. Les services instructeurs, ne pas les oublier. La réglementation est très, très importante. C'est une réglementation, ce sont des réglementations, donc il y a souvent plusieurs réglementations qui viennent s'empiler et on s'aperçoit que c'est pas forcément blanc ou noir. Même si la loi, c'est la loi, on s'aperçoit que quand il y a plusieurs réglementations qui s'empilent, même les services de l'État entre eux, de temps en temps, ont un peu du mal à se coordonner, se concerter. Donc, il faut les inviter à participer à cette réflexion, donc de dire on est dans un processus d'optimisation, d'adéquation du projet avec le territoire, on veut discuter avec les parties prenantes, et vous êtes une partie prenante, donc on veut discuter avec vous. Les riverains, les associations environnementales, donc aller vers ces entités. L'avantage, c'est qu'on crée un climat de confiance entre les parties prenantes locales, et ça permet de construire la convergence pour un projet acceptable, et ça permet aussi donc de créer voilà, cette confiance qui va permettre de prendre en charge, si je peux me permettre de parler ainsi, de prendre en charge l'arrivée éventuelle d'associations ces associations n'étant pas opposées au fait que le projet soit là, mais étant opposées à la technologie en tant que telle. Au sujet des associations anti, il me semble, par expérience, qu'il faut à la fois donc anticiper le fait qu'elles vont venir se greffer sur un projet donné, mais qu'il y a aussi de l'espace pour un dialogue plus large et que ce dialogue doit être porté pas forcément par le porteur de projet. Ça doit être porté par des entités publiques qui, elles, ont tout intérêt à ce que la transition écologique se fasse. Donc, ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être l'État, ça peut être des associations qui ouvrent un débat et qui vont permettre aux associations anti de venir s'exprimer et de débattre, de dire pourquoi elles ne sont pas en phase avec telle ou telle technologie, tel ou tel processus d'énergie renouvelable. Voilà. C'est aussi quelque chose donc, qui permet d'éviter que se cristallise sur un projet une grande question qui peut faire débat au niveau national et qui va venir se porter sur un projet alors que ce n'est pas forcément au projet de porter cette dimension-là et ce débat-là. Donc, une fois qu'on a construit son écosystème projet, alors quand on construit l'écosystème projet,
Rappelez-vous l'iceberg, hein, on ne va pas le construire l'écosystème projet uniquement sur les dimensions techniques et économiques, on va y aller aussi sur la démarche. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de dialogue. Si on n'est pas dans une démarche de dialogue, tout ce que je viens de vous dire va perdre de l'intérêt, hein, parce qu'on va être dans de la marche forcée, et ça existe, hein, ça fonctionne encore, mais c'est de plus en plus compliqué. L'idée, c'est de dire, on a une démarche de dialogue, on a une démarche de mettre en adéquation notre projet avec le territoire, donc on veut discuter avec toutes les parties prenantes, et bien évidemment, discuter avec toutes les parties prenantes, ça ne veut pas dire de prendre un temps infini pour ne jamais s'en sortir. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui fait peur à tout le monde, de dire on commence à discuter, on ne sait jamais comment ça s'arrête. Si tout ce que l'on fait, nous, c'est justement pour cadrer dans le temps ce dialogue, l'objectiver au maximum, le quantifier même, voilà, et d'aller vers de la prise de décision assez rapidement. Et cette prise de décision, elle va se faire dans le cadre d'une optimisation du projet. Donc rappelons-nous, un projet, ce sont des dimensions de faisabilité technique, économique, réglementaire. Donc ça, c'est le plus important, hein, c'est le contenu technique du projet. Donc ça, bien évidemment, s'il n'y a pas de contenu technique... Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui me demande de remonter l'image de l'iceberg. Je le fais rapidement. Voilà. Donc là, oui, je fais référence souvent à cette dimension, donc à ces trois dimensions. Ça veut dire qu'on est tous focalisés la plupart du temps, et je me mets dedans parce que j'ai une formation scientifique et technique. On est tous focalisés sur le contenu technique, économique, réglementaire d'un projet. Ce que l'on voit, c'est avant tout ces dimensions, mais sont aussi prises en compte par la société d'une façon volontaire ou involontaire, les deux autres dimensions que sont le portage du projet. Donc, je l'ai dit il y a quelques minutes, le portage du projet, ce n'est pas uniquement le portage juridique, hein, c'est aussi comment les autres parties prenantes sont associées. J'ouvre une parenthèse, on parle de plus en plus de financement participatif. Ça peut être une façon d'élargir le portage du projet. Ce n'est pas une dimension suffisante, hein. Souvent, on a tendance à croire que, par exemple, pour l'éolien, il y a de plus en plus de financement participatif, mais ce n'est pas uniquement avec le financement participatif qu'on va tout régler, parce qu'on ne va pas forcément prendre en compte la démarche, et on ne va pas parler de tout le portage. Mais ce sont des éléments positifs qui peuvent aider un projet à analyser cas par cas, parce que le financement participatif est, par exemple, dans certains cas, refusé par les citoyens, par les acteurs du territoire. En fin de compte, il n'y a pas de baguette magique, il y a un processus, il y a une dynamique, et il y a des ingrédients qu'on va mettre dans le projet. Voilà. Donc, le contenu technique et économique, la démarche et la façon dont le projet va arriver sur le territoire, et le portage, c'est-à-dire qui porte le projet, et je le répète, ce n'est pas uniquement le portage juridique. Donc, je reviens sur la partie optimisation, parce que je vois que le temps passe. Donc, l'optimisation, c'est quoi? Ben, ça veut dire que pour l'instant, tous les acteurs techniques savent faire de l'optimisation d'un projet. C'est-à-dire qu'il faut que le projet soit faisable d'un point de vue technique, économique, et puis qu'il soit en conformité réglementaire. Ça, c'est de l'optimisation qui se fait facilement. Nous, ce qu'on propose, c'est une autre type d'optimisation. Donc, celle-là, oui, bien évidemment. Mais aussi, il faut que le projet soit faisable d'un point de vue social, c'est-à-dire qui correspondent aux attentes de la société. Et dans les projets dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les projets qui sont de la méthanisation de déchets industriels ou de déchets urbains, il faut que ça soit faisable sur le territoire. C'est-à-dire que les élus vont avoir leur regard sur un tel projet. Ne l'oublions pas. Ça veut dire que quelque chose peut être très performant d'un point de vue technique, économique, réglementaire, correspond aux attentes sociétales, mais ne pas être faisable au niveau du territoire, pour des raisons que je ne pourrais expliquer ici, mais qui
pour, par exemple, des intercommunalités, un département, 2 départements qui viennent, chevaucher, 2 intercommunautés. Enfin, il y a toutes des situations qui peuvent faire en sorte que c'est compliqué d'un point de vue territoire. N'oublions pas donc qu'il y a trois acteurs principaux dans ce type de projet de méthanisation, notamment des déchets urbains. C'est qu'il y a le citoyen, il y a le côté expert, j'appelle, hein, c'est le côté technique, économique, réglementaire, et le côté donc territoire. Donc, ce que l'on propose, c'est de ne pas se mettre trop de barrières au départ et d'accepter de regarder différentes solutions. Et ces solutions, donc elles sont représentées ici par des disques, hein, qui vont se balader dans ce référentiel. Alors, quand je dis qu'ils vont se balader, ça passe par un processus d'évaluation. Maintenant, je pense que l'évaluation, tout le monde sait ce que c'est. Donc, on pose des questions par rapport à des solutions qui sont proposées par toutes les parties prenantes et on met tout ça en commun. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait quand on fait comme ça? On répond à l'essence même de l'acceptabilité. C'est-à-dire qu'on est en capacité d'aller à l'échelle individuelle, parce qu'une des propositions. Est-ce que je suis de nouveau avec vous? Là, j'ai eu un petit problème de connexion. OK, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc on est sur des débats qui peuvent porter aussi bien sur les choix technologiques, par exemple la microméthanisation par rapport à la méthanisation XXL, mais on est aussi sur des débats qui peuvent, être sur de choix d'aménagement, par exemple la rotation des transports ou des choses très concrètes, autour d'un projet déjà défini. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien et en fonction de la maturité du projet, on peut toujours discuter, on peut toujours dialoguer. Rappelons-nous que là, je me permets de revenir un petit peu en arrière. Rappelons-nous que là, on est dans le cas de figure où on a des projets qui vont être compliqués et qu'il faut aller vers de la co-construction. Et que là, on peut le faire très à l'amont, mais on peut aussi le faire très à l'aval. Du moment qu'il y a quelque chose qui peut être débattu avec de la sincérité, ça c'est important, il faut que le porteur de projet soit dans la sincérité, c'est-à-dire que tout ce qui va être débattu va être regardé. Ça ne veut pas dire que tout ce qui va être débattu va être accepté, mais tout ce qui va être débattu va être regardé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et le processus de décision, il doit être clairement énoncé en disant, voilà, dans toutes les propositions qui vont être faites, on va les regarder tous ensemble, on va les évaluer, et nous, on prendra nos décisions parmi ces solutions qui ont été regardées. Surtout ne pas prendre des décisions en dehors du champ de dialogue, parce que pour le coup, là, vous créez encore plus d'animosité qu'il y en avait au départ. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Maintenant, on peut se poser ensemble quelques questions, hein, vous n'hésitez pas. Donc, déjà, merci aux personnes qui recherchent ENT, excusez-moi, de l'information. Donc, vous pouvez me poser vos questions par email, hein, j'y répondrai. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont vraiment des projets bien particuliers, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On se prendra une demi-heure tranquillement après pour que j'écoute votre projet, que je vois si ce que l'on propose peut